Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Les Épaules des Géants, l'événement scientifique de cette rentrée ici au Havre. Sur Les Épaules des Géants, un événement proposé par la ville du Havre en partenariat avec le Collège de France, le CNRS et l'Université Le Havre Normandie. Sur les épaules des géants qui vous proposent jusqu'à demain soir sur une dizaine de sites à travers la ville, des rencontres avec des scientifiques et donc notamment ici au conservatoire Arthur Honegger où avec nos invités nous allons explorer différents domaines de la connaissance jusqu'à demain soir. Ces spécialistes, ces chercheurs, ces ingénieurs, vous allez les écouter. Parfois, ils débattront. Vous pourrez aussi également, bien sûr, les interroger et échanger avec eux. Le tout dans un esprit de partage des savoirs et des questions que ceux-ci suscitent. Après cette première intervention, sur laquelle je vais revenir dans un instant, vous pourrez, à 11h30, écouter un regard croisé sur la question de l'art à la conquête de l'espace. Et puis cet après-midi, à 14h30, vous pourrez entendre les doctorantes et les doctorants de l'Université du Havre Normandie qui viendront vous parler de leurs travaux. Mais tout de suite, pour débuter cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir François Gauthier. Vous pouvez l'applaudir. François Gauthier, je vous en prie. Bonjour. Vous êtes professeur au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans et vous êtes ingénieur en aéronautique. Vous êtes spécialiste de vibroacoustique, c'est-à-dire de la science qui étudie le son, les vibrations et le lien entre les deux. Et vous vous intéressez en particulier à des problématiques de génération du son, et ce dans différents contextes. Ce peut être par exemple dans le domaine industriel, dans le but de réduire des bruits, mais ça peut être aussi dans le contexte des instruments de musique qui va plus spécialement nous intéresser aujourd'hui. À l'inverse, ça peut être l'objectif d'amplifier le son de ces instruments. Alors vous avez ainsi plus particulièrement travaillé sur la harpe, sur la guitare ou encore sur le violon. Et aujourd'hui, nous allons vous écouter au cours d'une conférence sur le thème « Déconstruire les instruments de musique pour mieux les comprendre ». Une conférence dans laquelle vous allez détailler les différents mécanismes de production du son, lesquels ces mécanismes déterminent in fine les instruments que l'on peut imaginer. François Gauthier, nous vous écoutons et nous donnerons ensuite la parole à la salle qui aura sans doute, je pense, de nombreuses questions à vous poser. François Gauthier. Concerner donc des éléments d'acoustique musicale. L'acoustique est souvent associée au mot musique, mais je voudrais consacrer quelques minutes avant de démarrer le sujet pour vous parler de ce qu'est l'acoustique dans un laboratoire aujourd'hui, en 2022, doté de moyens expérimentaux assez lourds qui permettent... Alors, je vois sauf que l'élément PowerPoint n'est pas diffusé. On va régler, à mon avis, très vite. Il s'agit de lancer le PowerPoint. Je pense qu'il est en train de circuler dans le câble. Il va arriver jusqu'à l'écran. Ça y est, le voilà qui arrive. Donc on a rétabli la liaison avec l'ordinateur et voilà le PowerPoint. Vous allez pouvoir reprendre, François Gauthier.
François Gauthier, nous vous écoutons. Oui, donc quelques mots tout d'abord pour décrire ce qu'est l'acoustique. Donc l'acoustique s'intéresse aux ondes, à la façon dont elles se propagent dans toutes sortes de milieux plus ou moins complexes. Donc vous voyez sur ce transparent une série de thématiques portées par le laboratoire des matériaux poreux permettant d'absorber le son, arriver à contrôler la génération de son dans les fréquences très élevées, des milieux granulaires, des milieux un peu particuliers qu'on appelle des métamatériaux. Tout ça, ça donne lieu à de la transduction, donc des mécanismes soit de capture des signaux, soit de génération de sons, donc dans le cadre de microsystèmes. Bref, vous voyez, il y a un foisonnement, un petit peu d'activité. Et là-dedans, il y a la musique. Vous voyez une table de violon. Beaucoup d'acousticiens, c'est vrai aujourd'hui, ça a été vrai dans l'histoire. Beaucoup de grands scientifiques, des grands noms de la science, en fait, étaient musiciens amateurs et la pratique instrumentale avait toujours un lien avec leur questionnement scientifique. C'est vrai, cet élément est, disons, un grand classique. Alors, juste pour, de façon plus précise, donner quelques mots-clés sur, par exemple, l'acoustique des matériaux, ceux qui permettent de contrôler le son, d'absorber ce son. Historiquement, ce sont des matériaux poreux, plus récemment des matériaux granulaires, et aujourd'hui, on trouve des applications très particulières de ces choses-là. Par exemple, arriver à regarder la façon dont le son se navigue dans une pomme. Et on peut faire du contrôle de la maturité des fruits avec de l'acoustique. Pour ce qui est des transducteurs, bien sûr, ceux que l'on connaît, ce sont des transducteurs électroacoustiques, des microphones, des haut-parleurs. Aujourd'hui, on peut les utiliser pour écouter des poissons dans un bocal, par exemple. Et les poissons sont très bavards, communiquent beaucoup entre eux au moyen de paix. Et évidemment, quand on émet ce genre de son dans un bocal, donc une salle hyper réverbérante, donc vous voyez le jeu de billard très complexe qui va s'organiser dans la salle, donc arriver à savoir qui dit quoi à quel autre poisson, donc ça suppose des traitements d'antennes, bon. Donc un autre thème, juste pour être bref là-dessus, donc faire des ondes guidées et utiliser les vibrations de structure pour analyser, disons, le comportement de structure dans des contextes industriels que vous voyez évoqués là sur les planches. Bon, ben, ça suppose de certaines innovations, en particulier la conception de matériaux nouveaux qu'on appelle des métamatériaux qui permettent d'absorber efficacement, beaucoup plus efficacement les ondes et de les contrôler de façon inédite. Parlons maintenant de musique. Les instruments, la musique, c'est au carrefour de tout un tas de centres d'intérêt, de questionnement. Donc, ce même contexte, en fait, va pouvoir être étudié, regardé différemment selon qu'on est luthier, que l'on fabrique, qu'on est musicien, que l'on joue, ou qu'on est acousticien et que l'on essaie de comprendre comment ces choses peuvent marcher. Donc, il y a une très grande variété de systèmes. Ce que je vais vous proposer, c'est une sorte de parcours qui va, sous une forme illustrée, essayer de révéler la façon dont ces systèmes fonctionnent. On va commencer par une sorte d'atome acoustique, un élément très simple qu'on va appeler un diapason. Pardon. Donc ce diapason, il est mis en mouvement au moyen d'un choc et ce choc, vous voyez, il donne lieu à une vibration qui reste très gentiment confinée dans le diapason. Vous n'avez rien entendu. Bien sûr, dès lors que ce diapason va être mis en communication avec un autre élément, cet autre élément est capable à son tour de recevoir ces vibrations et de se mettre en mouvement et par là même de communiquer ce mouvement à l'air. Donc sur ce que vous avez à l'écran, là vous avez une représentation de ce que l'on vient de réaliser comme expérience. Là, en fonction du temps, vous avez une représentation du signal sonore qui vient d'être produit. Donc la vibration de cette
ce petit diapason là, filmé à grande cadence avec des caméras rapides de laboratoire. Ça met en jeu des oscillations périodiques répétées de cette structure métallique. Sur la représentation, là, vous avez une sorte de portée musicale qui est installée. Vous voyez, horizontalement, c'est le temps, verticalement, c'est la fréquence, donc c'est exactement une page de musique. Et vous avez un trait coloré qui se trouve sur la page qui est noire, là, qui indique qu'à un certain moment, il y a un événement qui a commencé, puis qui a existé, puis qui est mort, que cet événement se produisait à une fréquence bien définie, et donc bien, il y a une attaque, une décroissance, et puis une certaine fréquence. Voilà. Alors, on peut faire ça avec des signaux beaucoup plus complexes. Alors, si je me risque à sortir de la présentation pour amorcer, pour avoir une représentation de ce signal, voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez ici cette représentation en temps réel. Vous voyez, quand je parle, j'émets un signal. Donc j'ai une représentation du contenu, des fréquences que je produis. Donc lorsque j'émettais ce sifflement, vous voyez, je reproduisais un petit peu le comportement du diapason. Alors, un signal de parole, c'est beaucoup plus compliqué. Si on active ce genre de représentation en direct là, avec un élément, disons une pièce musicale, bien voilà ce que ça va donner. Voilà, donc vous voyez que, en fait, donc il y a une écriture très complexe, une représentation complexe de ce signal, dans lequel un grand nombre de composantes arrivent dans le temps, avec toutes sortes de variations. Donc vous voyez tous les vibratos de la violoncelliste là, qui donnent lieu à ces oscillations que vous voyez à plusieurs endroits sur cette image. Alors, revenons à notre propos là. Donc si on regarde un petit peu l'histoire des techniques, l'histoire des hommes, le son est aussi vieux que l'activité humaine. Donc déjà dans la préhistoire, on s'intéressait au fait de produire des sons avec les objets qui nous entouraient. Vous voyez ici une représentation d'un arc musical trouvé en Ariège, dans la grotte des Trois Frères. Donc les spécialistes s'accordent pour dire que cet homme à tête animale là, qui tient un arc, eh bien en fait c'est pas forcément l'arc du chasseur, mais ça peut devenir l'arc du musicien. Et vous voyez que le pont entre les deux est étroit. Bien sûr, il va y avoir, au cours des âges, il va y avoir toute une évolution, un processus darwinien. Les techniques vont être mises à l'épreuve de la pratique de tous les jours. Il y a plein de tentatives qui vont être faites, très peu vont être conservées et on ne gardera que ce qui fonctionne. Et à la fin, on arrive, par exemple, en Occident, et pour ne parler que de la musique savante, eh bien, on va arriver à la structure de l'orchestre avec des types d'instruments à cordes, à vent ou à percussion. Mais donc, je ne représente ici que ce type de musique, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Toutes les musiques populaires du monde entier donc, pourraient entrer tout à fait dans ce cadre. Donc, pour être emblématique des instruments à percussion, à cordes ou à vent, je voudrais vous proposer 3 systèmes très simples qu'on va expérimenter ensemble là, sur cette petite table. Tout d'abord, une barre.
Donc cette barre supportée par disons, points qui permettent de maintenir, deux petites cordelettes qui permettent de maintenir cette barre, vous voyez, ça va générer en fait une vibration de flexion de cette barre, un mouvement similaire à ce que je dois pouvoir vous animer si je repasse en mode présentation. Voilà, donc en fait, lorsque l'on frappe la barre, voilà comment elle oscille au cours du temps. Donc ça, c'est une première classe, si vous voulez, d'objets qu'on va trouver quelque part dans l'orchestre. On utilisera ce genre de choses, on verra un petit peu plus tard comment. La corde est aussi très largement utilisée. Voilà une corde, on va l'accrocher à un bout. On va l'accrocher à l'autre. On va mettre un support. Dans la nuit des temps, probablement que le chasseur a été étonné par ce son et que ça a été le début de l'histoire des instruments à cordes. Le troisième élément, c'est le tube. Donc le tube. Le tube, c'est celui que vous entendez lorsque vous choquez donc une structure qui va vibrer et qui va surtout, lorsqu'elle va vibrer, mettre en oscillation la colonne de fluide qui se trouve à l'intérieur. Là, ce que l'on entend principalement, ce ne sont pas les vibrations en fait, du tuyau vert, là, ce sont les vibrations de la colonne de fluide qui se trouve dedans. Donc vous voyez que le son à l'intérieur de ce tuyau qui est simulé en bas à droite, là, donc il est rouge, l'essentiel du son il se trouve à l'intérieur du tuyau et il rayonne à l'extérieur par les deux trous ouverts. Donc ce que vous allez percevoir avec vos oreilles, ce sont les variations de pression qui vont résulter des petites fuites par les extrémités des deux trous, telles que l'animation le suggère. Alors avec tout ça, on va fabriquer une sorte de jeu de Lego. On va essayer de voir comment l'histoire de la musique, c'est à emprunter des éléments à ces types de résonateurs là, que l'on vient d'examiner. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle de la lutherie sauvage. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'essayer d'expérimenter avec ces briques élémentaires. On va jouer au Lego, si vous voulez, sans notice. Donc on a des briques à notre disposition, et puis on va faire des montages un petit peu visant à comprendre comment les mécanismes se mettent en place. Mais donc ça peut être des fois un petit peu exploratoire, il va y avoir des échecs, probablement beaucoup, puis il y aura des réussites, et puis il y aura beaucoup de bricolage, beaucoup de tentatives, beaucoup d'appropriation, des choses qu'on pourrait appeler du bruit, parfois de la musique. On peut, le langage que l'on mettra là-dessus pourrait être assez varié. En tous les cas, c'est une activité d'ingénierie qui a toujours intéressé l'homme dans toutes les civilisations. Il y a ce genre de pratique. Et donc aujourd'hui, c'est une démarche qui peut, quand on l'examine, être utilisée soit par des musiciens pour faire de la création artistique. Donc il y a des gens qui vont s'emparer de ce type d'objet pour produire un discours musical. Il y a des gens qui vont s'en servir pour faire de la pédagogie, pour apprendre la musique. Donc c'est arriver à avoir une relation très directe avec le son et donc enseigner la musique avec ce genre d'objet complètement inattendu et incongru. Et on peut s'en servir aussi pour faire un peu de science. Et c'est cet axe-là, c'est ce cheminement-là que je vais vous proposer ce matin. Alors, voici une petite vidéo d'un luthier sauvage qui fait ça depuis très longtemps, qui s'appelle Max van der Vorst. Et je le laisse parler, ou plutôt jouer. Si la lumière peut être baissée, je pense que le contraste sera amélioré.
C'est une banalité, mais la musique n'a jamais été dans l'instrument, mais toujours dans le bonhomme qu'il y a derrière. Alors, ce dont on va essayer de parler avec ces instruments sauvages, c'est de pré-instruments, de proto-instruments. Ce sont des éléments minimaux. On va déconstruire, on va dépouiller jusqu'à garder le tout juste nécessaire pour que ça marche. Donc peut-être qu'on peut appeler ça un instrument, mais en tous les cas c'est très primaire. Donc c'est bien différent de ce qu'on appelle un instrument de musique, qui doit être ergonomique, qui doit être robuste, qui doit marcher dans des situations où on s'adresse à un public. Donc il y a une certaine fiabilité. Vous voyez que faut que ça marche de façon certaine à la seconde S ou au quart de seconde. Donc, alors que le proto-instrument ne fera que de façon très approximative. Alors, on va installer ces sources sonores dans une mallette empruntée à un projet qui s'appelle Mérite, qui ressemble dans son esprit à une démarche initiée il y a plus de 20 ans par Georges Charpak, prix Nobel français de physique, qui avait développé l'idée très intéressante, le projet très intéressant intitulé « La main à la pâte », visant à promouvoir les actions expérimentales, la science expérimentale dans les actions, mettre en avant cette science expérimentale dans la pédagogie dès le plus jeune âge. Et donc il y a une pratique directe de l'expérience, du test, il y a une confrontation directe avec la réalité de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Toutes ces réalisations-là, elles vont être simples, incongrues, sans valeur. Le fait que ça n'ait pas de valeur, c'est quelque chose de très important, parce qu'on se permet tout avec quelque chose qui n'a pas de valeur, alors que ce n'est pas le cas autrement. Et donc ça peut induire des sortes d'inhibitions qui font qu'après, on ne produit plus rien. Alors, donc cette mallette, elle est ici, on va s'en servir à plusieurs moments. Donc le petit instrumentarium qui se trouve à l'intérieur va en fait être organisé en suivant une logique qui va mettre en avant les mécanismes physiques qui vont permettre de produire le son. Donc je libère un petit peu notre affaire là. Il y a toutes sortes d'objets à l'intérieur qu'on va découvrir, ou du moins on va en découvrir certains. Ils sont classés en fait par geste. Pour produire un son, il y a peut-être des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions d'instruments probablement qui ont été construits depuis la nuit des temps, peut-être même encore plus, je ne sais pas. En tous les cas, vous voyez qu'il y a un foisonnement absolument incroyable. Par contre, des façons de produire des sons, dans le fond du fond, il y en a 6. Quand on n'utilise pas de moyens exotiques, quand on n'utilise pas de moyens actifs, pas d'électricité. Pour produire ces sons, il faut faire quelque chose. Il faut une action. Une action, ça se décrit avec un verbe. Il y a 6 verbes. Pincer, frapper, frotter, siffler, canarder et buzzer. Dans cet instrumentarium, pour chacun des 6 verbes, on va imaginer un instrument simple, parce qu'on veut comprendre, et un instrument très simple, parce qu'on veut vraiment comprendre, et on veut pouvoir transmettre quelque chose, c'est-à-dire qu'on veut que, sans valeur, on soit capable de reproduire ce son. Alors je vais vous faire une proposition de lutherie sauvage. Vous voyez tous ce qu'est un CD. Dans l'histoire des techniques, cet objet est arrivé aussi vite qu'il a disparu, puisque aujourd'hui la musique se diffuse avec des fichiers informatiques. Mais en tous les cas, c'est un très bel objet. On va en prendre 3. On va les coller avec du scotch double face. C'est ce que j'ai dans la main. Et dans le CD central, on va découper une part de camembert, un quartier. Ce qui fait qu'on a créé un canal. Lorsque je souffle, j'envoie un jet à travers ce canal et ce jet s'écrase lamentablement sur le bout du trou du CD et il se passe
une interaction compliquée, un écoulement turbulent qui n'a aucune structure et qui donne lieu à aucune structure claire, simple à comprendre pour le. Et donc on obtient pas de son, rien du tout d'intéressant. Maintenant, on va rajouter quelque chose qui est très connu dans l'histoire des sciences, ça s'appelle un résonateur. Alors ce résonateur, on va essayer d'en chercher un, par exemple. Je vais vous en proposer un où, attendez, tout à l'heure on apportait un petit peu à boire, là. Ben voilà, voilà un résonateur. Donc cette flûte CD, elle met en jeu un mécanisme qu'on appelle un mécanisme d'instabilité de jet. Le jet que l'on a bien structuré avec ce petit canal dont les bords, vous voyez, les parois sont très lisses. Donc il n'y a aucune aspérité qui peut perturber cet écoulement. Cet écoulement, il est envoyé sur, sur un biseau. Alors ici, il s'agit du biseau d'une vraie flûte à bec, mais le problème serait exactement le même avec ce qui nous intéresse. Le jet, vous voyez, il ne sait pas s'il doit passer au-dessus ou en dessous. Il est instable, il hésite, et il va falloir un phénomène supplémentaire qui va le faire décider s'il doit passer au-dessus ou en dessous, et à quelle vitesse il va changer d'état, ou s'il change ou qu'il ne change pas d'état. Ce phénomène, c'est un phénomène de couplage avec une partie qui va être dite résonante et qui se trouve sous le biseau. Donc la cavité que l'on constitue avec le verre ou n'importe quel récipient, eh bien cette cavité, elle va jouer le rôle d'une sorte de ressort. Le jet, quand il va, pour une raison ou une autre, plonger un petit peu à l'intérieur du récipient, et en fait il va appuyer sur un ressort. Puis quand on appuie sur un ressort, le ressort, à un moment donné, il vous renvoie la balle. Donc le jet, il va s'appuyer sur ce ressort, et puis il va recevoir une impulsion sortante, si vous voulez, de la part de ce ressort. Et donc ça va faire que le jet va sortir, puis le ressort va après venir réaspirer ce jet. Donc il y a un mécanisme oscillant qui va se mettre en place, qui est à la base de ce qu'on va appeler les sifflements. Okay. Alors, deuxième mécanisme. Un support, des élastiques, des tiges filetées. Probablement que vous n'avez jamais entendu une tige filetée s'exprimer comme ça. En fait, là, elle est toute seule. Vous ne la tenez pas à la main, ou ce que vous connaissez, c'est probablement ça.
Un son sans intérêt parce qu'il est amorti par les vibrations de votre main. Donc lorsque vous coupez ces choses, vous arrivez à avoir un son très résonnant qui vit dans le temps de façon importante. Si on veut changer la hauteur de ce son, un réflexe de base qui pourrait consister à le modifier un petit peu, on va ajouter des masses, des boulons. Initial. Final. Vous voyez, nul. Un son qui ne vit pas, complètement éteint par rapport au précédent. Le boulon n'est pas serré. Il y a des micro-chocs, des micro-mouvements entre les deux structures. On va les éliminer en serrant le boulon. Il faut toujours serrer les boulons. Initial. Final. Ce qu'on vient de voir, c'est que l'essentiel de la dissipation, des vibrations, l'amortissement de ces vibrations, en fait, est lié à ce qui se passe aux extrémités aux liaisons en fait mécaniques entre le système et puis ses voisins. Lorsque ces mécanismes ne sont pas clairs, eh bien, il s'ensuit une déperdition d'énergie relativement importante. Donc voici les deux vibrations associées à notre tige, avec ou sans boulon. Voilà. Un autre élément, là on vient de réaliser ce que le luthier appelle un tap-test. Si au lieu de frapper une barre, on tape la table d'harmonie d'une guitare ou d'un violon, on va révéler de la même façon les fréquences qui sont contenues dans ce signal. C'est ce qu'on appelle un tap-test. Je vais vous proposer un tap-test auquel vous n'avez peut-être pas pensé. On va sonifier un tremblement de terre. L'objet dont on parle là, c'est plus un petit objet à notre échelle, vous voyez, c'est la Terre elle-même. Cet objet est capable de vibrer, mais il faut un choc à la hauteur de l'événement. Donc ce choc, ça va être en fait un tremblement de terre, et on va écouter donc ce tremblement de terre. Voilà. Je vous le refais. Okay. Donc, ce son métallique inharmonique là, que vous avez entendu, en fait, c'est le son généré par le tremblement de terre. Ce son, il s'organise sur plusieurs semaines. Le choc a lieu et la vibration va durer des jours et on va ramener cette oscillation, en fait, on va compresser le temps pour la ramener à une période de quelques secondes qui vous a permis d'entendre l'événement. Donc on vient d'entendre plusieurs semaines d'enregistrement en une fraction de seconde et la composante qui reste perdure, si vous voulez, lorsque le temps s'écoule, cette composante correspond à une seule, fréquence qui correspond dans notre représentation de tout à l'heure, la portée musicale que constitue le spectrogramme. Eh bien, la fréquence qui perdure le plus longtemps, c'est un mode de respiration. La Terre se gonfle et se dégonfle un petit peu comme un ballon de foot. Donc le son musical va comme ça être toujours s'organiser en mettant en jeu un grand nombre de composantes qui vont avoir un historique dans le temps qui va dépendre des mécanismes dissipatifs et en l'occurrence ici les mouvements qui sont le moins amortis, eh bien ça va être ici ces mouvements de respiration. On a parlé de siffler, on a parlé de frapper, on va maintenant parler de frotter. Je vais vous proposer une petite expérience avec un instrument rudimentaire qu'on appelle le violon à clous. Un morceau de bois, dur, c'est important. Des clous, pas tous à la même hauteur, c'est important. On va les frotter avec un archet sauvage
une petite barre de sapin, ça n'a aucune importance, du fil de pêche tendu autour de 2 vis, bien tendu, c'est important, et un élément qu'on appelle sur l'archet classique la hausse, c'est un élément qui va permettre de tendre, de contrôler la tension de l'archet. Ce petit son-là, c'est en fait une instabilité qui va naître des efforts qui sont appliqués par l'archer sur le mât que constitue chaque clou. Donc, comme l'expérience de flexion que vous pouvez faire lorsque vous coincez votre règle sur la table, votre table de collégien, et puis que vous laissez osciller cette espèce de battoir, là, physiquement, c'est exactement la même chose qui va se produire avec notre petit clou ici. L'archet qui est représenté ici en bleu va entraîner ce mât parce que les deux parties vont être, les deux corps vont être solidaires l'un de l'autre. Donc il y a une partie du mouvement où il y a une sorte d'adhérence entre les deux corps. Et puis quand le mât s'est trop écarté de sa position d'équilibre, en fait il n'a qu'une envie, c'est de revenir. Et en revenant, il va déraper sous l'archet. Donc il va y avoir une oscillation qui va naître du fait qu'à certains moments, l'oscillateur est entraîné par le frotteur. Et dans un second temps, il va déraper. Et ce mouvement ici va être périodique et va être à l'origine de la hauteur de la composante très bien définie que l'on a entendue. Et bien sûr, en réglant les hauteurs, on peut faire autant de résonateurs que l'on veut et donc commencer à structurer donc un instrument où on va mettre en jeu plusieurs hauteurs. La même chose se produit sur le violon, bien sûr. Donc, vous voyez le mécanisme d'adhérence qui est représenté sur un schéma à gauche et sur une expérience à droite. Donc, lorsque l'archet part de la droite vers la gauche, vous voyez qu'à certains moments, il entraîne la corde qui ensuite dérape sous cet archet pour être ensuite ressaisi à une autre phase de mouvement. Ce mouvement est connu dans l'histoire sous mot de phénomène de Helmholtz. Bien, parlons un petit peu de pincée. Alors, pincée, une expérience rudimentaire de pincement qui est assez amusante, qui peut être réalisée avec un scotch adhésif. Donc, je vous propose de monter cette petite expérience. Un scotch, un anneau de scotch avec la partie collante sur le dessus, tendu avec des petites pièces de bois qui permettent de mettre sous tension cette membrane. Okay. On a fabriqué une corde qui va
nous permettre d'être écarté de sa position d'équilibre, parce que bien sûr le doigt s'accroche à la membrane, se trouve décollé et va provoquer de ce fait une oscillation. La même chose se produit sur la guitare. Je vais vous parler quelques instants de canarder. C'est peut-être un verbe qui vous a intrigué tout à l'heure. Canarder, c'est le fonctionnement de la clarinette. C'est une autre classe d'instruments. Donc un bec de clarinette. Un bec de clarinette, c'est une cavité, une petite lame de roseau, appelée hanche, qu'on va mettre dans sa bouche. On va mettre une surpression. Et on fabrique un son qui résulte de l'interaction entre la colonne de fluide et puis le mouvement de cette hanche. Là, vous n'avez rien vu parce que tout s'est passé dans ma bouche et puis les oscillations vont très vite, incompréhensibles. On va déconstruire la chose en proposant une autre hanche, plus sauvage celle-là. Là, ce bec coûte quelques euros, il est en plastique, injecté, fabriqué par le CFMI de Lille, justement pour des pratiques de lutherie sauvage. Un morceau de tuyau électrique gris coupé en biseau, un morceau d'emballage alimentaire constituant une sorte d'anche, de lame fermant le biseau, le tout scotché. Il s'est passé quelque chose, toujours dans ma bouche, vous n'avez pas vu. Maintenant, au lieu de souffler, je vais aspirer. En fait, l'anche va s'ouvrir et se fermer un petit peu comme une porte. C'est ce que vous avez à gauche si l'oscillation, le petit film se lance. Donc c'est une mesure réalisée avec une caméra qui filme à plusieurs milliers d'images par seconde. Et vous voyez la porte que constitue l'anche, qui va venir entrer, qui va venir fermer donc ce dispositif, enfin le morceau de tuyau. Et donc à chaque fois que l'anche va s'ouvrir, il y a une petite impulsion qui est donnée à la colonne de fluide qui est devant. Cet effet valve-là, eh bien, il est à l'origine de toutes les instabilités qui vont exister dans les tuyaux. Et dès que cette instabilité est générée, en fait, elle va naviguer dans le tube et puis donner lieu à une petite fuite à l'extérieur, presque rien. L'essentiel du son reste à l'intérieur du tuyau. Mais le presque rien que vous avez, cette fuite, la musique en fait se limite à cette espèce de phénomène un peu fugitif. Et donc, pour terminer notre affaire, je voudrais mentionner un dernier mécanisme là qu'on va appeler buzzer, que je vais vous proposer d'examiner en regardant une petite vidéo, plutôt qu'en vous faisant la manip directement. Voilà la mallette. Et si on en vient à la partie buzzer,
Alors, vous voyez, c'est fort. C'est même le plus fort. C'est pour ça qu'on utilise les trompettes dans l'art militaire. C'est aussi pour ça, c'est aussi comme ça qu'on parle. C'est aussi comme ça qu'on parle. Il y a un moment donné dans l'existence où on a besoin de faire du bruit. C'est au moment où on est tout petit et qu'on a besoin de sa mère pour manger. Et là, on n'a pas de force et pourtant, il faut manger, c'est vital. Donc, la nature vous a doté du mécanisme le plus efficace qui soit pour produire des sons. C'est justement l'effet valve et qui constitue vos cordes vocales. Donc, une surpression en amont des cordes vocales va tendre à ouvrir ces cordes vocales, leur élasticité va tendre après à les fermer, et vous allez avoir un mouvement, une compétition entre ces mécanismes, l'un qui tend à ouvrir, l'autre qui tend à fermer, et donc vous allez avoir une oscillation qui va s'organiser, qui est fonction de la tension de ces cordes vocales que vous maîtrisez, parce que vous avez tout un tas de muscles complexes qui permettent de le faire. Bon, toutes les sources là, que l'on vient de voir, bien sûr, là, on peut bien sûr les scénariser. Posé, que je vous propose de prolonger en ouvrant une discussion avec notre invité. J'ai un micro qui est prévu à cet effet. Donc si vous avez des questions, des commentaires sur ce que vous venez de voir et surtout d'entendre, eh bien n'hésitez pas. François Gauthier est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Est-ce que quelqu'un veut parler en premier, poser une question, faire un commentaire à François Gauthier? Alors, le temps que vous deveniez moins timide, monsieur a une question, mademoiselle. Donc, je vais vous donner ce micro et tu vas pouvoir poser ta question à François Gauthier. Tiens, je t'en prie. Comment les gens y font pour trouver les idées bizarres? Comment on a l'idée d'inventer un instrument de musique? C'est une très bonne question. D'où viennent les idées? C'est une grande question même. C'est une grande question. Je crois que je suis pas. C'est pas dans ma sphère de compétences dans le fond. Les idées arrivent et on ne sait pas pourquoi. Après, il y a toujours un contexte qui favorise l'émergence des idées. C'est-à-dire, il y a le fait d'en avoir vu d'autres. Ça aide à cultiver les siennes. Donc, aller à l'école, c'est pas mal en fait pour avoir des idées. Si vous restez tout seul, vous en aurez probablement moins. D'où viennent les idées? Oui, c'est une sorte de bouillon. Il y a une espèce de faut observer, essayer de reproduire, être curieux. Et puis avec tout ce brassage, il y a toujours des envies. Il faut avoir envie de faire quelque chose.
Donc ça, disons, il y a, dans le contexte de la lutherie, des instruments de musique, eh bien, il y a toujours eu, les gens qui fabriquent des instruments ont toujours cette envie, ils veulent fabriquer un son aussi qu'on n'a jamais entendu. D'accord, le violon, le piano, ok, mais vous voyez, l'histoire de la musique a déjà surutilisé ces instruments. Les plus grands compositeurs, les plus grands penseurs de la musique s'en sont déjà emparés et vous êtes écrasés par ça. Donc si vous voulez exister par vous-même, faut prendre un autre chemin. Donc vous allez essayer avec votre petit violon, votre petit truc. Là. Et puis je suis sûr que dans la vie de tous les jours, je suis sûr que tu peux faire de la lutherie sauvage avec ton pot de yaourt en finissant ton dessert. J'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a des exemples d'instruments de musique qui auraient été inventés récemment et qui soient réellement intéressants pour la musique ? Alors, il y a toujours une activité créative, il y a toujours ce bouillonnement là, intéressant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que l'on peut juste dire, c'est que l'histoire va passer et l'histoire va retenir certaines choses et pas d'autres. Donc si on appelle intéressant ce qui survit à ce processus-là, oui, il y en a. Les grandes inventions récentes, récentes à l'échelle d'un siècle ou deux, il y a le saxophone. Adolphe Sax, en utilisant un cône et non pas un cylindre, en fait, il a introduit une rupture. Bon, ça, c'était au 19e. Plus récemment, au 20e, il y a d'autres instruments. Je voulais vous parler à la fin de l'exposé, et le temps a manqué, là, de cet instrument très étrange, qui est un monstre acoustique hybride entre un instrument à cordes et un instrument à vent. C'est un objet très intéressant parce que c'est un objet d'ingénieur. Je veux dire par là qu'il est né de l'observation du vrai violon et de l'idée que pour enregistrer le vrai violon au moment où l'histoire des techniques invente le phonographe, on a besoin de contrôler la directivité pour s'adresser au phonographe. D'accord ? Le phonographe inventé par Edison, le premier enregistreur, qui est une révolution dans l'histoire des techniques. Eh bien, Stroh, qui est un ingénieur anglais, Auguste de son prénom, il va inventer ce violon qui va consister à enlever la caisse et à ne garder qu'un chevalet qui est monté sur un axe qui est parallèle qui est dans la direction de mon doigt, là, et qui permet au chevalet en fait, de tourner. Donc si je suis le chevalet, si j'incarne le chevalet, si vous voulez, je vais avoir sur ma tête une corde qui est accrochée dans votre direction, et cette corde, elle va osciller dans un plan qui est défini par l'axe de la corde et l'archet qui passe comme ça. Donc ça veut dire qu'on va me tirer les cheveux vers la gauche ou vers la droite. Et donc vous voyez, naturellement, j'oscille. Hein. Ce qui veut dire aussi que mes deux pieds... je vais danser sur chacun de mes deux pieds. Donc je vais donner un petit effort sur ce qu'il y a en dessous. D'accord ? Et ce qu'il y a en dessous, c'est, dans le vrai violon, la table d'harmonie. Et dans l'instrument Stroh, c'est autre chose. C'est en fait l'entrée d'un conduit. Parce que là, vous voyez, il y a un petit levier qui renvoie à l'entrée d'une membrane qui ressemble à une membrane de haut-parleur, mais ça, c'est inventé en 1901. Bien avant le haut-parleur. Mais on comprend déjà que l'ingénieur qui a dessiné ça, il a compris qu'un cône, c'était raide, et que ce cône raide, eh bien, on allait le monter sur un support élastique. Les plis que vous voyez, qui sont aujourd'hui, c'est une banalité quand vous regardez un haut-parleur. Mais en fait, pensez à ça, c'est pas rien. Ça vient pas comme ça. Et donc en fait, Stroh invente le haut-parleur, il couple le haut-parleur à un pavillon et il va utiliser la directivité du pavillon. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de propagation qui font que le son va être beaucoup plus canalisé, dirigé. Donc oui, ça c'est une invention. Début du XXe, tous les instruments ont été strohifiés. Le violon, le violoncelle, la contrebasse, le piano, la guitare, le ukulélé, tout le monde y est passé. Ça n'a pas été un succès commercial extraordinaire. Pendant quelques décennies, on a vendu des instruments Stroh.
On les trouve aussi sur les grands paquebots, les premiers paquebots transatlantiques, les orchestres qui étaient payés pour faire la traversée. Ils faisaient un petit peu de théâtre, un petit peu de cirque avec ça. Bon, vous voyez, donc c'est une innovation. Est-ce qu'on peut l'entendre une seconde? Alors, avant de prendre une autre question, parce que je ne suis pas vraiment violoniste, au moins une là. Mais je vais vous faire un son. L'archer est sauvage. Comme l'intervenant. Mesdames et messieurs. Il y a une autre question ici à ma gauche. Tiens, jeune homme, je te passe le micro. Bonjour. Bonjour. J'ai pas très bien entendu. Vous travaillez où? Je travaille dans un laboratoire de recherche scientifique qui se trouve au Mans, à quelques heures de voiture d'ici, et qui est spécialisé en acoustique. Donc tout ce qui fait des sons, en fait, ça met en jeu tout un tas de phénomènes compliqués qu'il faut décortiquer. Et la recherche scientifique, c'est l'art de répondre à tous les pourquoi, ou du moins essayer de répondre au plus de pourquoi possible. Il y a une question de l'autre côté, je retraverse la salle, je montre l'escalier. Alors d'abord mademoiselle et ensuite vous jeune homme. Et ça va servir à quoi? À quoi ça sert la science? Après, d'où viennent les idées? À quoi sert la science de façon générale? Non, juste les instruments. Juste les instruments? Oh, à rien. À rien. Mais ça, c'est la réponse facile. À quoi sert la musique? Les instruments servent à produire de la musique. À quoi sert la musique? Est-ce qu'on peut vivre sans musique? Certainement que certaines personnes peuvent vivre sans musique. Après, c'est ennuyeux. Et puis, vous voyez que toutes les civilisations, tous les peuples du monde entier, à toutes les époques, ont toujours cherché à produire des sons d'une façon organisée. Et à un moment donné, on se met à appeler ça musique. Mais le fait de produire un son, d'émettre un signal, c'est aussi une façon d'exprimer ce que l'on est, d'envoyer une signature à son entourage pour tout un tas de raisons, simplement communiquer, passe-moi le sel, ou donner des signaux d'alerte, fais attention, ça peut être important. Voilà, donc y a tout un tas de situations dans la vie en société. Peut-être que la musique vient aussi du fait qu'on vit en groupe, donc on a besoin de communiquer. C'est la première. Si on était seul, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de musique. Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'écoutent jamais de musique? Donc c'est sans doute un peu important quand même. Tiens, jeune homme, tu voulais poser une question à François Gauthier. Est-ce que vous savez comment marche un micro? Alors, est-ce que vous savez ça? Comment marche un microphone? Un microphone, c'est une petite membrane qui va osciller parce qu'elle va recevoir une certaine pression acoustique. Et puis, derrière ce mouvement-là, va y avoir un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de transduction. C'est-à-dire qu'on va transformer cette énergie mécanique en une énergie électrique. Et là, il y a plein de façons de le faire. Par exemple, en considérant que la membrane est liée à une des bornes d'un condensateur. Puis le fait que la membrane bouge, ça va changer les caractéristiques de ce condensateur. Donc ce dispositif-là, on va pouvoir utiliser ce changement de caractéristiques électriques pour fabriquer un microphone, par exemple, de mesure. J'ai vu qu'il y avait encore 2 questions. Il nous reste 2 minutes. Ah voilà, 4 questions. Il nous reste toujours 2 minutes. Donc je vous propose de poser chacun votre question en une dizaine de secondes. Et puis François Gauthier, je vous propose de répondre aux 4 questions en même temps. D'accord.
Alors, je ne sais pas dans quel ordre, on va les poser dans le désordre. Jeune homme, Et vous avez découvert la musique comment? première question. Ça Mademoiselle, fait combien de temps vous faites ce métier? c'est la prolongation de la première question. Il y avait une troisième question. Madame, on va faire remonter le micro. Merci. Merci. J'aurais aimé savoir, parce que ça fait depuis que je suis petite en fait que je veux apprendre ça, mais c'est à siffler avec mes doigts. Et j'ai jamais compris en fait le système en fait au niveau de la bouche et des doigts. Comment siffler avec ses doigts? Oui, c'est ça. D'accord. Troisième question. Et une dernière question. C'était le jeune homme ici. Donc 2 questions sur votre parcours en fait. Une question un peu technique. Vas-y, je t'en prie, tu peux poser ta question à François C'est quoi Gauthier. le premier instrument créé? Waouh. François Alors, Gauthier, c'est à vous. Moi, je me suis toujours intéressé, personnellement, je me suis toujours intéressé aux sciences. Et dans les sciences, il y a des ondes, et les ondes, par moment, elles peuvent être acoustiques. Donc, les trajectoires dans l'existence, il y a toujours il y a des choses qu'on détermine, et puis il y a des choses qui sont liées au hasard. Disons, c'est plus un intérêt pour la science, pour le pourquoi. Il se trouve que là, on discute d'acoustique, mais en fait, on pourrait discuter de beaucoup d'autres choses non musicales. Je m'intéresse par exemple à des phénomènes qu'on appelle les trous noirs acoustiques. C'est une espèce de transposition du monstre astrophysique à des contextes qui permettent de contrôler la façon dont les ondes se propagent. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec strictement les phénomènes musicaux qu'on discute ici. Mais en tous les cas, c'est un centre d'intérêt qui, moi, dans ma trajectoire, est important. Voilà, moi, j'ai toujours fait un petit peu de musique, jamais de façon suffisamment intéressante pour que ce soit quelque chose qui soit fort. Et voilà, donc je ne suis pas assez musicien pour m'adresser à vous de cette façon-là, mais quelque part, faire ce genre de bricolage et les associer à la science, c'est une façon pour moi de gérer cette frustration. On peut le dire un peu comme ça. En une trentaine de secondes, sur la question de Madame plus haut. Sur le sifflement ? Oui, comment on siffle ou comment ça marche ? Le sifflement, c'est une instabilité de jet. Il y a toujours un écoulement en fait, qu'il va falloir déstabiliser. Et cette déstabilisation, elle est liée à l'interaction avec un obstacle. Et donc la géométrie de cet obstacle, elle est cruciale. Dans le sifflement que l'on fait avec ses doigts, avec sa bouche, on trouve une géométrie qui permet d'arriver à cette instabilité. Le mécanisme fondamental, c'est celui que vous avez vu sur la caméra rapide, c'est toujours celui-là. Le son, le sifflement, en fait, résulte de cette oscillation d'un jet autour d'un obstacle. Et puis on va prendre la dernière question, la grosse question qui était, savez-vous quel a été le premier instrument inventé? Et ça sera votre dernière réponse. Je pense que c'est très difficile de le savoir, il n'y a que des conjonctures. On trouve dans l'archéologie, on trouve des instruments, les premières traces d'instruments, ce sont des os. Enfin, des choses qu'on attribue à des instruments, ce sont des os creux avec des trous dont on imagine qu'ils ont été des flûtes. Après, ça ne veut pas dire que c'est le premier instrument. Moi, je pense que la première façon de faire un son, c'est la façon la plus simple, c'est le choc. On tape, quoi. De cailloux. Je pense que les premières choses, les premiers sons sont nés de ça. Après, clairement, l'arc du chasseur a donné des idées, c'est évident. Après, le roseau, dans lequel on peut percer des trous, l'os, ont donné aussi des idées, c'est évident. Voilà. Merci beaucoup François Gauthier, vous pouvez l'applaudir. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, public, pour votre attention et puis pour vos questions.